Dans le cœur battant des grandes métropoles, là où la fortune la plus insolente côtoie la misère la plus profonde sans jamais vraiment la voir, se tissent parfois des destins qui défient toute attente. Notre récit prend place dans une de ces cités tumultueuses, qui ne dorment jamais. Il était une fois une jeune fille nommée Ngozi. Elle avait 17 ans. C'était une âme discrète, prudente, et dotée d'un courage silencieux qui n'avait nul besoin de crier son nom pour exister. Contre son cœur, nouée à l'intérieur de sa robe, elle gardait précieusement une petite bourse en tissu. À l'intérieur se trouvaient des feuilles séchées que sa mère lui avait données avant de mourir. Sa mère les appelait « un secours dans ta poche ». Ngozi, elle, n'y voyait pas de magie. Elle y voyait un souvenir. Elle dormait sous le viaduc d'Ojelba, où les bus grondaient comme des lions fatigués et où les klaxons se disputaient du matin au soir. Elle se levait avant le soleil, car les matinées étaient plus sûres. Elle lissait ses cheveux avec l'eau d'un sachet, pliait le carton qui lui servait de matelas et murmurait « Lève-toi et avance. Aujourd'hui ne gagnera pas ». Les gens l'appelaient « la fille sorcière ». Après la mort de son père, des malheurs s'étaient abattus sur sa maison, et sa belle-mère l'avait accusée. Le mot la suivait comme une poussière tenace. Ngozi ne combattait pas le mot. Elle se battait pour garder son cœur tendre. Ce matin-là, le ciel avait la couleur d'une vieille fumée. Des vendeurs à la sauvette criaient « Gala !» Au pur. Un receveur de bus frappait la tôle de sa main et hélait les passagers. Ngozi se tenait au feu de signalisation, armée d'un chiffon et d'une petite bouteille d'eau savonneuse. Quand les voitures s'arrêtaient, elle nettoyait les pare-brises. Certains conducteurs laissaient tomber quelques pièces. D'autres la chassaient d'un revers de main, comme une mouche. Quelques-uns remontaient leur vitre et la fixaient, comme si elle était transparente. Un garçon du pont, petit et vif, désigna sa bourse. « Ngozi, qu'y a-t-il là-dedans ? C'est la feuille de sorcière ?»« C'est à ma mère, dit-elle, d'un ton calme mais ferme. Si tu l'appelles encore une feuille de sorcière, je ne partagerai plus de biscuits avec toi. » Il rit et s'enfuit en courant. Elle sourit, bien que son estomac fût aussi vide qu'une poche retournée. La pluie menaçait. On pouvait la sentir dans l'air, une odeur de métal et de nouveauté. Le soir venu, elle tomba, drue, droite et lourde, transformant la route en miroir sombre. Ngozi se couvrit la tête d'un vieux sac en nylon et s'abrita sous le viaduc, où une foule cherchait refuge. Le bruit était assourdissant, un tambour incessant. L'air sentait le diesel, la poussière humide et le maïs grillé d'une femme tenace qui entretenait son feu sous une tôle. Puis le convoi arriva. D'abord, une moto avec un gyrophare fendant la pluie. Derrière, 3 SUV noirs glissèrent jusqu'au trottoir. Des gardes en sortirent. L'un tenait un parapluie, un autre ouvrit une portière arrière. Un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, descendit, lent et raide, comme si son corps était en conflit avec lui-même. Son visage était beau, mais marqué par une fatigue de riche. « Le chef !» chuchotèrent les gens. Même la pluie sembla se taire. L'homme fit un pas, puis s'arrêta. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Sa poitrine se soulevait trop vite. Il porta une main à sa gorge, les yeux écarquillés dans une panique intime. Il toussa 1 fois, 2 fois, et tomba à genoux sur le sol détrempé. « Appelez une ambulance !» cria un garde. « Maintenant !» Un autre garde, les mains tremblantes, cherchait son téléphone. « Oui, monsieur. J'appelle. Respirez, monsieur, s'il vous plaît. » Le troisième se tenait là, inutile, avec le parapluie, comme si rester au sec importait encore. La foule s'approcha, puis recula, hésitante, craignant d'être blâmée si les choses tournaient mal. La respiration de l'homme était courte, saccadée. Il tentait de parler, mais seul un sifflement sortait. Ngozi n'hésita pas. Ses pieds bougèrent avant que la peur ne puisse la paralyser. Elle laissa tomber sa protection en nylon, s'agenouilla près de l'homme et dit « Monsieur, regardez-moi ». Ses yeux étaient vitreux, lointains. Elle connaissait ce regard. Elle avait déjà vu la respiration abandonner quelqu'un. Elle avait vu une poitrine se battre contre ses propres côtes, et perdre. De ses mains mouillées, elle sortit la bourse en tissu de sa robe. « Et, laissez-le !» cria un garde. « Qu'est-ce que vous faites ?»« C'est la fille sorcière », siffla quelqu'un. « Éloignez-la. » Ngozi ne s'arrêta pas. « Il ne peut pas attendre, » dit-elle. « S'il vous plaît, tenez le parapluie plus bas, pour que son visage soit à l'abri de la pluie. » Le garde au parapluie, confus et désespéré, obéit. Ngozi déchira la bourse avec ses dents. Elle en sortit 2 feuilles, sombres et sèches, dont l'odeur perçante traversait la pluie.
Elle les broya entre ses paumes jusqu'à ce que leur parfum s'élève, chaud et puissant, comme un poivre pur et une senteur de forêt. Monsieur, dit-elle, d'une voix douce mais ferme. Respirez ici. Elle approcha ses mains en coupe de son nez et de sa bouche, sans le toucher, laissant la vapeur monter vers lui. Lentement. Inspirez, expirez. Suivez ma voix. Inspirez, expirez. L'homme se débattit pour trouver de l'air, puis en attrapa un mince filet. Un petit son s'échappa de sa gorge. Bien. Encore. Inspirez. Expirez. Un garde s'accroupit à côté d'elle, trempé jusqu'aux os. Ça va marcher? Demanda-t-il, la voix brisée. Ça l'aide, dit-elle. Ne criez pas, s'il vous plaît. Laissez-le m'entendre. La pluie s'adoucit en un crépitement régulier. La foule retenait son souffle, comme un seul corps. Les épaules de l'homme, dures comme du bois, commencèrent à se détendre. Il toussa, une toux sèche qui faisait mal à entendre. Il déglutit, cligna des yeux, et tourna son visage vers les mains de Ngozi, comme si l'odeur était une corde qui le ramenait à la vie. Inspirez, expirez. Bien, monsieur. Continuez. Il ferma les yeux et respira, faiblement, mais réellement. Il attrapa son poignet, sans regarder, juste pour sentir que quelque chose de vivant était là. Elle ne retira pas sa main. Elle continua de compter, de respirer avec lui, gardant son propre souffle calme pour qu'il puisse en emprunter le rythme. Des sirènes retentirent au loin. « Ils approchent », dit un garde, soulagé. Ngozi se pencha plus près. « Vous n'allez pas mourir aujourd'hui », murmura-t-elle. « Pas pour la foule, ni pour les gardes, mais pour l'homme et pour elle-même. Vous êtes plus fort que ça, monsieur. Restez avec moi. » Sa main se serra une seconde. Sa poitrine se souleva plus profondément. Il prit une longue inspiration qui sonna comme une porte s'ouvrant enfin. Il la regarda, vraiment, et la peur dans ses yeux se mua en surprise. Il essaya de parler, mais sa voix ne sortit pas. Ses lèvres formèrent un « merci ». L'ambulance s'arrêta dans un fracas de lumière et d'eau. Les ambulanciers se précipitèrent. On plaça un masque sur le visage de l'homme. « Le pouls revient », dit l'un d'eux. La respiration est faible mais stable. Qui l'a aidé? Le garde au parapluie la désigna. Elle. Ngozi se releva, les genoux boueux, sa robe alourdie par la pluie. Alors qu'on le hissait dans l'ambulance, le milliardaire, le visage derrière le masque, tourna la tête vers elle. Son regard se verrouilla sur le sien. C'était un regard comme une main tendue par-delà une rivière. Il disait qu'il l'avait vue. Il disait qu'il n'oublierait pas. L'ambulance partit, sa sirène s'évanouissant dans la nuit humide. Ngozi recula dans l'ombre du viaduc et s'assit sur son carton plié. La pluie ralentit, devenant un doux clapotis. Elle regarda ses mains, la légère tache verte des feuilles, la petite preuve qu'elle avait fait quelque chose qui comptait. Au fond d'elle, sous le bruit, quelque chose de calme s'installa. Ce n'était ni de la fierté, ni de la magie. C'était la voix de sa mère dans sa mémoire, disant « Un secours dans ta poche. Un secours dans ton cœur. » Elle attendit le matin, ignorant que le regard de l'homme dans l'ambulance avait déjà changé la route devant elle. L'aube chassa la pluie, mais la ville en gardait l'odeur. L'air humide, la terre mouillée et les gaz d'échappement s'élevaient du trafic matinal. Ngozi était assise sous le viaduc, le dos contre le pilier de béton froid. Elle avait peu dormi. Les chuchotements avaient commencé. « C'est elle », murmura une vendeuse d'oranges. « La fille sorcière qui a sauvé le riche. » Un homme ricana. L'a sauvée? Ou a-t-elle provoqué le mal? Ces sorcières amènent la maladie, puis prétendent la guérir. Ngozi entendait chaque mot. Elle se disait que leurs paroles n'importaient pas, mais elles se posaient en elle comme des pierres. Vers le soir, une voix l'interpella. Un homme grand, en chemise blanche impeccable et montre en or, se tenait là. « Je travaille pour le chef Oena. Je m'appelle Monsieur Chic. » Son cœur se serra. « Est-ce qu'il va bien? » Il se remet. Il m'a demandé de vous trouver. Pour vous remercier et vous donner quelque chose. Elle secoua la tête. Je ne veux pas d'argent. Je n'ai pas fait ça pour une récompense. Je ne voulais juste pas qu'il meure. Chic parut surpris. Le chef Oena voudra vous parler lui-même. Viendrez-vous avec moi? Elle hésita, se méfiant des étrangers. Pas aujourd'hui. S'il veut vraiment me remercier, il peut venir lui-même. 2 jours passèrent. La vie reprit son rythme. Le 3e jour, Chic revint, accompagné d'un autre homme, l'assistant personnel du chef, Monsieur Philippe.
Le chef insiste pour vous voir. Il est rentré chez lui. Il a envoyé sa voiture. Cette fois, quelque chose dans le ton de Philippe, une supplique plutôt qu'un ordre, la convainquit. D'accord, dit-elle doucement. On la conduisit à une voiture noire et luxueuse. Les gens la dévisageaient. La fille sorcière va dans la maison du grand homme. Voyons si elle revient. La voiture s'engagea dans une rue tranquille bordée de hauts portails et s'arrêta devant une immense demeure blanche. Le souffle de Ngozi se coupa. Philippe lui ouvrit la portière. À l'intérieur, l'air était frais et embaumait la rose. Dans un grand salon, le chef Oena était assis dans un fauteuil. Il paraissait plus mince, mais ses yeux étaient vifs. Il lui sourit, un sourire chaleureux. Ngozi. Vous êtes venu. Vous m'avez sauvé la vie. Je n'oublie pas de telles choses. Je n'ai fait que ce que je pouvais, répondit-elle. Ce que vous pouviez était plus que ce que quiconque a fait. Même mes propres hommes étaient paralysés. Mais vous, vous avez agi. Il lui offrit une chaise. Dites-moi, de quoi avez-vous besoin? Un toit? L'école? Je vais bien, dit-elle, les yeux baissés. Vous n'allez pas bien. Vous dormez sous un pont. Vous méritez mieux. Laissez-moi vous donner du travail. Vivez ici. Vous aurez un lit, de la nourriture, la sécurité. Personne ne vous appellera sorcière ici. La pensée d'un vrai lit, de la sécurité, était comme une porte qu'elle n'avait pas osé toucher depuis longtemps. Je dois réfléchir, dit-elle. Réfléchissez, accepta-t-il. Mais ne prenez pas trop de temps. De retour sous le viaduc, cette nuit-là, elle resta éveillée, la voix du chef résonnant dans sa tête. Personne ne vous appellera sorcière ici. Le lendemain, la voiture noire revint. Philippe et Chic l'attendaient. Les murmures de la foule l'accompagnèrent. Ngozi jeta un dernier regard à son monde, puis elle choisit. Elle monta dans la voiture. La Maison Blanche se dressa devant elle, éclatante. À l'intérieur, une femme en uniforme sombre, Madame Rose, la gouvernante, l'accueillit avec une expression neutre. On la conduisit au salon où le chef Oena l'attendait. « Je suis venue pour travailler, » dit-elle. Il sourit. « Bien. J'ai une petite chambre pour vous dans les quartiers du personnel. Elle a un lit, une fenêtre. Elle n'est pas grande, mais elle est sûre. Vous aiderez Madame Rose dans la maison. Vous mangerez 3 fois par jour. Et dans cette maison, personne ne vous parlera avec mépris. Si quelqu'un le fait, vous me le direz. Compris? Oui, monsieur, dit-elle, surprise par la force de sa voix. Madame Rose lui montra sa chambre. Petite mais lumineuse. Un lit avec des draps propres. Une armoire vide, prête à être remplie. Ngozi toucha le matelas de ses doigts. Il était solide. Il tenait. Elle commença à travailler, apprenant vite les règles de la grande maison. Le silence, l'ordre, le travail bien fait. Au déjeuner, elle rencontra les enfants du chef. D'abord Huche, son fils, un jeune homme d'affaires au regard perçant et suspicieux. « Père vous a trouvé ou ?» demanda-t-il, un demi-sourire sur les lèvres. « Sous le viaduc, » répondit-elle. « Sous le viaduc, » répéta Huche, comme s'il goûtait une épice étrange. « Ah, mon père m'a dit que vous lui aviez sauvé la vie. » Puis vint Kansi, sa fille, vêtue d'une robe jaune éclatante. D'abord distante, son visage s'adoucit en apprenant que les parents de Ngozi étaient morts. Plus tard, une femme élégante et froide, Chidinma, qui gérait les événements pour la famille, l'observa avec un regard calculateur. « Vous verrez, nous aimons l'ordre ici. » Cette nuit-là, dans sa nouvelle chambre, Philippe lui apporta un petit paquet de la part du chef. Du savon, une brosse à dents, un peigne. « Soyez sur vos gardes, » lui dit-il à voix basse. « Certaines personnes ici ne seront pas heureuses de votre présence. Le chef vous fait confiance. Tout le monde n'est pas prêt à l'accepter. » Ngozi comprit. Elle était en sécurité, mais pas à l'abri du danger. Dehors, elle entendit des voix. Elle sort de sous un pont. Père est trop sentimental. Les gens en profiteront. Surveille-la de près. Elle s'allongea, la bourse contre sa poitrine, et ferma les yeux. Elle savait que la porte qu'elle venait de franchir ne resterait pas tranquille longtemps. Car là où une nouvelle confiance s'installe, les vieilles peurs se réveillent et commencent à murmurer. Et dans cette maison, les murmures pouvaient se transformer en tempête. La lumière du matin filtrait dans la petite chambre de Ngozi. Se réveiller avec un toit au-dessus de la tête était une sensation étrange et précieuse. Elle se leva, prête à affronter une nouvelle journée, les mots de Philippe résonnant encore.
Dans la cuisine, Madame Rose lui confia le nettoyage des étages, en commençant par le bureau du chef. C'était une pièce solennelle, remplie de livres et de souvenirs. Alors qu'elle époussetait, Huche apparut dans l'encadrement de la porte, les observant. « Vous vous installez ?» dit-il, plus comme une constatation qu'une question. « Oui, monsieur », répondit-elle. « Cette maison est différente de la rue », continua-t-il. « Souvenez-vous simplement que tous ceux que vous rencontrerez ici ne sourient pas parce qu'ils le pensent. » Ces mots pesaient dans l'air. Le soir, le chef la convoqua dans le salon. Il était seul. « Ngozi. Il y a des choses dans cette maison que même moi, je surveille encore. Si vous voyez quoi que ce soit d'étrange, dites-le moi. » Étrange comment? Tout ce qui ne vous semble pas juste. Parfois, la plus petite chose peut être un avertissement. Le lendemain matin, la cuisine était en pleine effervescence. On préparait le petit déjeuner du chef, un repas léger recommandé par le médecin. Ngozi dressait le plateau avec soin. Chidinma entra, élégante comme toujours. Le chef prendra son petit déjeuner dans son bureau. Il a des appels. Mardu, le cuisinier, prépara le thé. Alors qu'il s'absenta un instant au garde-manger, un autre employé, Kelichi, entra. Son geste fut rapide, presque invisible. Il souleva le couvercle de la théière et y versa le contenu d'un minuscule sachet brun. Il se retourna, le sachet vide ayant disparu dans sa poche. Ngozi se figea. « Qu'avez-vous mis dans le thé ?» demanda-t-elle à voix basse. « Du sucre », répondit-il, impassible. Ce n'était pas du sucre. C'était une poudre brune. Du sucre brun. On ne met pas de sucre brun dans la théière. On sert le miel à part. Il la fusilla du regard. « Occupe-toi de ton travail, petite. » Son cœur battait à tout rompre. Elle prit la théière et la sentit. Une odeur amère, métallique, se mêlait à celle du thé. « C'est mauvais », dit-elle plus fort. La confrontation attira Mardu et Madame Rose. Kelichi prétendit avoir mis de la cannelle. Madame Rose, méfiante, trempa une cuillère, en goûta une goutte infime et se figea. « Ce n'est pas de la cannelle, dit-elle. Elle ordonna à Kelichi de sortir et à Ngozi de préparer un nouveau thé. Quand le plateau fut prêt, Ngozi insista pour le porter elle-même. Dans le bureau, le chef la remercia. Alors qu'il levait la tasse, il s'arrêta et la regarda. « Est-ce que tout va bien ?» Elle prit son courage à deux mains. « Monsieur, la première théière, quelqu'un a essayé d'y ajouter quelque chose. » À cet instant, Huche entra. « C'est elle qui l'a fait, dit-il. Je l'ai vue avec la théière sur la vidéo de surveillance. Je l'ai ouverte parce que Kelichi avait déjà ajouté quelque chose. » Se défendit Ngozi. Le chef, le visage grave, fit venir tout le monde et demanda à Philippe de montrer les enregistrements. L'angle de la caméra était mauvais. On voyait Kelichi près de la théière, mais son corps masquait ses mains. On ne voyait que Ngozi l'ouvrir ensuite. « Vous voyez ?» dit Huche. « Ça ne montre qu'elle. » Le visage du chef était un masque impénétrable. Il prit sa décision. « Ngozi reste, dit-il d'une voix lourde. Mais pour l'instant, les clés du garde-manger et de la réserve de thé resteront avec vous et Mardu uniquement. » Ngozi sentit le poids de cette phrase. Il ne la condamnait pas, mais il ne lui faisait plus entièrement confiance non plus. C'était un pont qu'il essayait de traverser sans tomber. Les jours suivants, la maison semblait retenir son souffle. Chaque repas du chef était préparé sous haute surveillance. Un soir, Kansi vint trouver Ngozi. « Père a eu un autre vertige aujourd'hui. Faites attention, Ngozi. S'ils ne peuvent pas l'atteindre, ils pourraient s'en prendre à toi. » Plus tard, en passant près du bureau, elle entendit Huche parler à un inconnu. « Ça doit être rapide. On ne peut pas se permettre une autre alerte. Quant à la fille, elle est déjà sur le chemin. On s'assurera qu'elle soit partie avant qu'elle ne remarque quoi que ce soit. » La peur s'insinua en elle. Le lendemain, Madame Rose lui demanda d'aller chercher un sac de riz dans la réserve. À peine entrée, la porte claqua derrière elle et fut verrouillée. Elle eut beau crier et frapper, personne ne vint. Ce fut Madame Rose, bien plus tard, qui la libéra, l'air sévère. « Qui vous a dit d'aller là? Je ne vous ai jamais envoyé. Quelqu'un se joue de vous, Ngozi. » Elle comprit alors. Ce n'était pas une erreur. C'était un piège. Le soir tomba, lourd et menaçant. Alors que Ngozi passait devant le bureau, elle entendit un bruit sourd. Elle se précipita à l'intérieur. Le chef était à terre, luttant pour respirer, le visage tordu par la peur.
Sans une seconde d'hésitation, elle s'agenouilla, broya les feuilles de sa bourse et les approcha de son visage. Inspirez, expirez. Suivez-moi. Restez avec moi, murmurait-elle. La maison fut de nouveau plongée dans le chaos. Huche, Kansi, Philippe, tous accoururent. Mais cette fois, Huche sembla figer une seconde de trop avant d'appeler les secours. L'ambulance arriva, emportant de nouveau le chef. Sa main avait trouvé le poignet de Ngozi, une brève pression qui disait « Je sais que tu es là ». Philippe resta en arrière et vérifia les caméras avec elle. Personne n'était entré dans le bureau. Le poison n'était pas dans la nourriture. C'était autre chose, de plus subtil. Quand Huche et Kansi rentrèrent de l'hôpital, Philippe annonça la décision du chef. « Demain, nous mettrons fin à tout ça. Il va convoquer tout le monde. Une réunion de famille. Le personnel inclus. » L'air de la maison devint électrique. Ngozi savait que la nuit serait la plus dangereuse. C'est juste avant l'aube que les ombres sont les plus actives. Le matin se leva, froid et clair. Le chef rentra de l'hôpital, marchant lentement mais le dos droit. Il fit rassembler tout le monde dans le grand salon. « Nous dirons la vérité aujourd'hui », annonça-t-il d'une voix qui ne tolérait aucune contestation. « Et la vérité décidera qui restera dans cette maison. » Philippe projeta les images. D'abord, celle de Ngozi sauvant le chef. Puis, un nouvel enregistrement, d'un autre angle, montrant le couloir juste avant la seconde attaque. On y voyait clairement Huche parler à Kelichi et lui remettre discrètement un petit paquet. Le même type de paquet contenant une herbe toxique qui avait été retrouvée dans la poubelle de la cuisine après l'incident du thé. La salle explosa en murmures. « Huche, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Sanglota Kansi. Huche, le visage crispé, se défendit. « Vous ne comprenez pas. Père allait brader l'entreprise, la mettre entre des mains étrangères. Nous devions. » « Alors tu l'admets, » le coupa le chef, sa voix devenue d'acier. Le verdict tomba, implacable. À partir de cet instant, Hushobina n'est plus le bienvenu dans cette maison ni dans cette entreprise. Tu jetterais ton propre fils pour une étrangère ? Je rejette la trahison, répondit le chef, les yeux brûlants. Ngozi m'a sauvé la vie 2 fois. Tu as essayé de me l'ôter 2 fois. Le sang qui coule dans tes veines ne suffit pas à te garder ici. Huche sortit sans un mot de plus. Kelichi fut livré à la police. Le silence retomba, lourd mais purifié. Le chef s'assit enfin. « Cette maison va changer, » dit-il. « À partir d'aujourd'hui, Ngozi ne sera plus appelée ni sorcière, ni malédiction, ni étrangère. Elle vivra ici comme ma pupille légale, et dans mon testament, une part de mes biens portera son nom. » La tête de Ngozi se releva d'un coup. « Monsieur, je n'ai jamais demandé. »« Tu l'as mérité, » dit-il. Non par l'avidité, mais par le courage. Des larmes piquèrent ses yeux, mais sa voix resta stable. « Merci. » Kansi lui serra la main. « Bienvenue dans la famille, » dit-elle doucement. Plus tard, le chef demanda à Ngozi, « Pourquoi avoir risqué votre vie, sachant qu'il s'en prendrait à vous ?» Elle pensa au pont, à la pluie froide, au son de sa respiration luttant pour exister. « Parce qu'une vie vaut la peine qu'on se batte pour elle, » dit-elle. « Même si ce n'est pas la mienne. » Ce soir-là, Ngozi retourna au viaduc, non pour y dormir, mais pour tenir une promesse. Les enfants coururent vers elle. Elle leur donna du pain, de l'eau, et la certitude de son retour. Sous le viaduc, quelque chose demeurait. Une jeune fille qu'on avait appelée sorcière, portant désormais le poids d'un foyer qu'elle n'aurait jamais cru avoir, et la confiance d'un homme qu'elle avait par 2 fois ramené du bord du gouffre. Et loin derrière elle, dans une maison blanche protégée par de hauts portails, une lignée venait d'être rompue, et une nouvelle venait, discrètement, de commencer.